Belle amie de Guy de Maupassant. Première partie, chapitre 1. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui. 3 petites ouvrières, une maîtresse de musique entre 2 âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe de travers, et 2 bourgeoises avec leur mari, habitués de cette gargote à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous, au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore 2 collations au pain et au saucisson, plus 2 bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes, comme s'il venait de descendre de cheval. Et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme, assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Quoique habillé d'un complet de 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant, grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troués d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne, il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit, leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main. Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l'avenue du Bois de Boulogne pour trouver un peu d'air frais sous les arbres. Mais un désir aussi le travaillait, celui d'une rencontre amoureuse. Comment se présenterait-elle ? Il n'en savait rien, mais il l'attendait depuis 3 mois, tous les jours, tous les soirs. Quelquefois, cependant, grâce à sa belle mine et à sa tournure galante, il volait, par-ci par-là, un peu d'amour, mais il espérait toujours plus et mieux. La poche vide et le sang bouillant, il s'allumait au contact des rôdeuses qui murmurent à l'angle des rues « Venez-vous chez moi, joli garçon ?» Mais il n'osait les suivre, ne les pouvant payer. Et il attendait aussi autre chose, d'autres baisers, moins vulgaires. Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs bals, leurs cafés, leurs rues. Il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d'elles. C'étaient des femmes, enfin, des femmes d'amour. Il ne les méprisait point du mépris inné des hommes de famille. Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait accablé par la chaleur. Les grands cafés, pleins de monde, débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leurs devantures illuminées. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. Et dans l'intérieur des carafes, on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Duroy avait ralenti sa marche et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait. Et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la bouche. Mais s'il buvait seulement 2 bocs dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain, et il les connaissait trop, les heures affamées de la fin du mois. Il se dit, il faut que je gagne 10 heures et je prendrai mon boc à l'américain. Nom d'un chien, que j'ai soif tout de même. Et il regardait tous ces hommes attablés et buvant, tous ces hommes qui pouvaient se désaltérer tant qu'il leur plaisait. Il allait, passant devant les cafés d'un air crâne et gaillard, et il jugeait d'un coup d'œil, à la mine, à l'habit, ce que chaque consommateur devait porter d'argent sur lui. Et une colère l'envahissait contre ces gens assis et tranquilles. En fouillant leurs poches, on trouverait de l'or, de la monnaie blanche et des sous. En moyenne, chacun devait avoir au moins 2 louis,
Et ils étaient bien une centaine au café. 100 fois 2 louis font 4000 francs. Il murmurait « les cochons », tout en se dandinant avec grâce. S'il avait pu en tenir un au coin d'une rue, dans l'ombre bien noire, il lui aurait tordu le cou, ma foi sans scrupule, comme il faisait aux volailles des paysans au jour de grandes manœuvres. Et il se rappelait ces 2 années d'Afrique, la façon dont il rançonnait les Arabes dans les petits postes du Sud. Et un sourire cruel et gai passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui avait coûté la vie à 3 hommes de la tribu des Ouled Alan et qui leur avait valu à ses camarades et à lui 20 poules, 2 moutons et de l'or et de quoi rire pendant 6 mois. On n'avait jamais trouvé les coupables, qu'on n'avait guère cherché d'ailleurs, l'Arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. À Paris, c'était autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, sabre au côté et revolver au poing, loin de la justice civile, en liberté. Il se sentait au cœur tous les instincts de sous-off lâchés en pays conquis. Certes, il les regrettait, ces 2 années de désert. Quel dommage de n'être pas resté là-bas. Mais voilà, il avait espéré mieux en revenant. Et maintenant... oui, c'était du propre maintenant. Il faisait aller sa langue dans sa bouche avec un petit claquement comme pour constater la sécheresse de son palais. La foule glissait autour de lui, exténuée et lente, et il pensait toujours « tas de brutes, tous ces imbéciles-là ont des sous dans le gilet ». Il bousculait les gens de l'épaule et sifflotait des airs joyeux. Des messieurs heurtés se retournaient en grognant. Des femmes prononçaient « En voilà un animal !» Il passa devant le vaudeville et s'arrêta en face du café américain, se demandant s'il n'allait pas prendre son boc, tant la soif le torturait. Avant de se décider, il regarda l'heure aux horloges lumineuses, au milieu de la chaussée. Il était 9h15. Il se connaissait. Dès que le verre plein de bière serait devant lui, il l'avalerait. Que ferait-il ensuite jusqu'à 11h? Il passa. « J'irai jusqu'à la Madeleine, se dit-il, et je reviendrai tout doucement. » Comme il arrivait au coin de la place de l'Opéra, il croisa un gros jeune homme dont il se rappela vaguement avoir vu la tête quelque part. Il se mit à le suivre en cherchant dans ses souvenirs et répétant à mi-voix « Où diable ai-je connu ce particulier-là » Il fouillait dans sa pensée sans parvenir à se le rappeler. Puis, tout d'un coup, par un singulier phénomène de mémoire, le même homme lui apparut moins gros, plus jeune, vêtu d'un uniforme de hussard. Il s'écria tout haut « Tiens, Forestier !» Et, allongeant le pas, il alla frapper sur l'épaule du marcheur. L'autre se retourna, le regarda puis dit « Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur ?» Duroy se mit à rire. « Tu ne me reconnais pas ?»« Non. »« Georges Duroy, du 6e hussard. » Forestier tendit les 2 mains. « Ah, mon vieux, comment vas-tu ?»« Très bien, et toi ?»« Ah, moi pas trop. Figure-toi que j'ai une poitrine de papier mâché maintenant. Je tousse 6 mois sur 12, à la suite d'une bronchite que j'ai attrapée à Bougival, l'année de mon retour à Paris, voici 4 ans maintenant. Tiens, tu as l'air solide pourtant. » Et Forestier, prenant le bras de son ancien camarade, lui parla de sa maladie, lui raconta les consultations, les opinions et les conseils des médecins, la difficulté de suivre leur avis dans sa position. On lui ordonnait de passer l'hiver dans le Midi. Mais le pouvait-il? Il était marié et journaliste, dans une belle situation. « Je dirige la politique à La Vie française. Je fais le Sénat au Salut et, de temps en temps, des chroniques littéraires pour La Planète. Voilà, j'ai fait mon chemin. » Duroy, surpris, le regardait. Il était bien changé, bien mûri. Il avait maintenant une allure, une tenue, un costume d'homme posé, sûr de lui, et un ventre d'homme qui dîne bien. Autrefois, il était maigre, mince et souple, étourdi, casseur d'assiettes, tapageur et toujours en train. En 3 ans, Paris en avait fait quelqu'un de tout autre, de gros et de sérieux, avec quelques cheveux blancs sur les tempes, bien qu'il n'eût pas plus de 27 ans. Forestier demanda « Où vas-tu » Duroy répondit « Nulle part, je fais un tour avant de rentrer. »« Eh bien, veux-tu m'accompagner à La Vie française, où j'ai des épreuves à corriger? Puis nous irons prendre un boc ensemble. »« Je te suis. » Et ils se mirent à marcher en se tenant par le bras, avec cette familiarité facile qui subsiste entre compagnons d'école et entre camarades de régiment. « Qu'est-ce que tu fais à Paris ?» dit Forestier. Duroy haussa les épaules. « Je crève de faim, tout simplement. Une fois mon temps fini, j'ai voulu venir ici pour faire fortune, ou plutôt pour vivre à Paris. Et voilà 6 mois que je suis employé au bureau du chemin de fer du Nord, à 1500 francs par an, rien de plus. » Forestier murmura. « Bigre, ça n'est pas gras. »« Je te crois. Mais comment veux-tu que je m'en tire? Je suis seul, je ne connais personne, je ne peux me recommander à personne. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais les moyens. » Son camarade le regarda des pieds à la tête, en homme pratique, qui juge un sujet, puis il prononça d'un ton convaincu. « Vois-tu, mon petit, tout dépend de l'aplomb ici.
Un homme un peu malin devient plus facilement ministre que chef de bureau. Il faut s'imposer et non pas demander. Mais comment diable n'as-tu pas trouvé mieux qu'une place d'employé au Nord ? Duroy reprit. J'ai cherché partout, je n'ai rien découvert. Mais j'ai quelque chose en vue en ce moment. On m'offre d'entrer comme écuyer au manège pèlerin. Là, j'aurai, au bas mot, 3000 francs. Forestier s'arrêta net. Ne fais pas ça, c'est stupide, quand tu devrais gagner 10 000 francs. Tu te fermes l'avenir du coup. Dans ton bureau, au moins, tu es caché. Personne ne te connaît. Tu peux en sortir si tu es fort et faire ton chemin. Mais une fois écuyer, c'est fini. C'est comme si tu étais maître d'hôtel dans une maison où tout Paris va dîner. Quand tu auras donné des leçons d'équitation aux hommes du monde ou à leurs fils, ils ne pourront plus s'accoutumer à te considérer comme leur égal. Il se tut, réfléchit quelques secondes puis demanda « Es-tu bachelier ?»« Non, j'ai échoué 2 fois. »« Ça ne fait rien. Du moment que tu as poussé tes études jusqu'au bout, si on parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c'est ? » ?»« Oui, à peu près. » »« Bon, personne n'en sait davantage, à l'exception d'une vingtaine d'imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d'affaire. Ça n'est pas difficile de passer pour fort, va. Le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance. On manœuvre, on esquive la difficulté, on tourne l'obstacle et on colle les autres au moyen d'un dictionnaire. Tous les hommes sont bêtes comme des oies et ignorants comme des carpes. Il parlait en gaillard tranquille qui connaît la vie et il souriait en regardant passer la foule. Mais tout d'un coup, il se mit à tousser et s'arrêta pour laisser finir la quinte, puis d'un ton découragé, « Est-ce pas assommant de ne pas pouvoir se débarrasser de cette bronchite ? Et nous sommes en plein été. Cet hiver, j'irai me guérir à Menton. Tant pis, ma foi, la santé avant tout. » Ils arrivèrent au boulevard Poissonnière devant une grande porte vitrée, derrière laquelle un journal ouvert était collé sur les 2 faces. 3 personnes arrêtées le lisaient. Au-dessus de la porte s'étalait, comme un appel, en grandes lettres de feu dessinées par des flammes de gaz, la vie française. Et les promeneurs passant brusquement dans la clarté que jetaient ces 3 mots éclatants apparaissaient tout à coup en pleine lumière, visibles, clairs et nets comme au milieu du jour, puis rentraient aussitôt dans l'ombre. Forestier poussa cette porte. « Entre !» dit-il. Duroy entra, monta un escalier luxueux et sale que toute la rue voyait, parvint dans une antichambre, dont les 2 garçons de bureau saluèrent son camarade, puis s'arrêta dans une sorte de salon d'attente, poussiéreux et fripé, tendu de faux velours d'un vert pisseux, criblé de taches et rongé par endroits, comme si des souris l'eussent grignoté. « Assieds-toi » dit Forestier. « Je reviens dans 5 minutes. » Et il disparut par une des 3 sorties qui donnaient dans ce cabinet. Une odeur étrange, particulière, inexprimable, l'odeur des salles de rédaction, flottait dans ce lieu. Duroy demeurait immobile, un peu intimidé, surpris surtout. De temps en temps, des hommes passaient devant lui, en courant, entraient par une porte et partis par l'autre avant qu'il eût le temps de les regarder. C'étaient tantôt des jeunes gens, très jeunes, l'air affairé, et tenant à la main une feuille de papier qui palpitait au vent de leur course, tantôt des ouvriers compositeurs dont la blouse de toile tachée d'encre laissait voir un col de chemise bien blanc et un pantalon de drap pareil à celui des gens du monde. Et ils portaient avec précaution des bandes de papier imprimées, des épreuves fraîches, tout humides. Quelquefois, un petit monsieur entrait, vêtu avec une élégance trop apparente, la taille trop serrée dans la redingote, la jambe trop moulée sous l'étoffe, le pied étreint dans un soulier trop pointu, quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. D'autres encore arrivaient, graves, importants, coiffés de hauts chapeaux à bord plat, comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Forestier reparut tenant par le bras un grand garçon maigre, de 30 à 40 ans, en habit noir et en cravate blanche, très brun, la moustache roulée en pointe aiguë, et qui avait l'air insolent et content de lui. Forestier lui dit « Adieu, cher maître !» L'autre lui serra la main « Au revoir, mon cher !» Et il descendit l'escalier en sifflotant, la canne sous le bras. Duroy demanda « Qui est-ce » ? « C'est Jacques Rival, tu sais, le fameux chroniqueur, le duelliste. Il vient de corriger ses épreuves. Garin, Montel et lui sont les 3 premiers chroniqueurs d'esprit et d'actualité que nous ayons à Paris. Ils gagnent ici 30 000 francs par an pour 2 articles par semaine. Et comme ils s'en allaient, ils rencontrèrent un petit homme à longs cheveux, gros, d'aspect malpropre, qui montait les marches en soufflant. Forestier salua très bas. « Norbert de Varenne, dit-il, le poète, l'auteur des Soleils morts, encore un homme dans les grands prix. Chaque conte qu'il nous donne coûte 300 francs et les plus longs n'ont pas 200 lignes. Mais entrant au napolitain, je commence à crever de soif. » Dès qu'ils furent assis devant la table du café, Forestier cria « De bock !» Et il avala le sien d'un seul trait, tandis que Duroy buvait la bière à longue gorgée,
la savourant et la dégustant comme une chose précieuse et rare. Son compagnon se taisait, semblait réfléchir, puis, tout à coup, « Pourquoi n'essaierais-tu pas du journalisme ?» L'autre, surpris, le regarda, puis il dit « Mais c'est que je n'ai jamais rien écrit. »« Bah, on essaie, on commence. Moi, je pourrais t'employer à aller me chercher des renseignements, à faire des démarches et des visites. Tu aurais, au début, 250 francs et tes voitures payées. Veux-tu que j'en parle au directeur ? Alors fais une chose, viens dîner chez moi demain. J'ai 5 ou 6 personnes seulement, le patron, monsieur Walter, sa femme, Jacques Rival et Norbert de Varenne, que tu viens de voir, plus une amie de madame Forestier. Est-ce entendu ? » Duroy hésitait, rougissant, perplexe. Il murmura enfin « C'est que je n'ai pas de tenue convenable. » Forestier fut stupéfait. « Tu n'as pas d'habit ? Bigre ! En voilà une chose indispensable pourtant. À Paris, vois-tu, il vaudrait mieux n'avoir pas de lit que pas d'habit. » Puis, tout à coup, fouillant dans la poche de son gilet, il en tira une pincée d'or, prit 2 louis, les posa devant son ancien camarade et d'un ton cordial et familier « Tu me rendras ça quand tu pourras. Loue ou achète au mois, en donnant un acompte, les vêtements qu'il te faut. Enfin, arrange-toi, mais viens dîner à la maison. Demain, 7h30, 17 rue Fontaine. » Duroy, troublé, ramassait l'argent en balbutiant « Tu es trop aimable, je te remercie bien. Sois certain que je n'oublierai pas. » L'autre l'interrompit. « Allons, c'est bon. Encore un boc, n'est-ce pas ?» Et il cria « Garçon, 2 bocs !» Puis, quand ils les eurent bu, le journaliste demanda « Veux-tu flâner un peu pendant 1 heure ?»« Mais certainement. » Et ils se remirent en marche vers la Madeleine. « Qu'est-ce que nous ferions bien ?» demanda Forestier. « On prétend qu'à Paris, un flâneur peut toujours s'occuper. Ce n'est pas vrai. Moi, quand je veux flâner, le soir, je ne sais jamais où aller. Un tour au bois n'est amusant qu'avec une femme, et on n'en a pas toujours une sous la main. Les cafés-concerts peuvent distraire mon pharmacien et son épouse, mais pas moi. Alors quoi faire ? Rien. Il devrait y avoir ici un jardin d'été, comme le parc Monceau vers la nuit, où on entendrait de la très bonne musique en buvant des choses fraîches sous les arbres. Ce ne serait pas un lieu de plaisir, mais un lieu de flâne. Et on paierait cher pour entrer, afin d'attirer les jolies dames. On pourrait marcher dans les allées bien sablées, éclairées à la lumière électrique, et s'asseoir quand on voudrait pour écouter la musique de près ou de loin. Nous avons eu à peu près ça autrefois chez Musard, mais avec un goût de bastringue et trop d'air de danse, pas assez détendu, pas assez d'ombre, pas assez de sombre. Il faudrait un très beau jardin, très vaste, ce serait charmant. Où veux-tu aller ? Duroy, perplexe, ne savait que dire. Enfin, il se décida. Je ne connais pas les Folies Bergères. J'y ferai volontiers un tour. Son compagnon s'écria. Les Folies Bergères ? Bigre ! Nous y cuirons comme dans une rôtissoire. Enfin, soit, c'est toujours drôle. Et ils pivotèrent sur leurs talons pour gagner la rue du Faubourg Montmartre. La façade illuminée de l'établissement jetait une grande lueur dans les 4 rues qui se joignent devant elle. Une file de fiacres attendait la sortie. Forestier entrait, Duroy l'arrêta. « Nous oublions de passer au guichet ?» L'autre répondit d'un ton important. « Avec moi, on ne paye pas. » Quand il s'approcha du contrôle, les 3 contrôleurs le saluèrent. Celui du milieu lui tendit la main. Le journaliste demanda. « Avez-vous une bonne loge ?» « Mais certainement, monsieur Forestier. » Il prit le coupon qu'on lui tendait, poussa la porte matelassée, à battants garnis de cuir, et ils se trouvèrent dans la salle. Une vapeur de tabac voilait un peu, comme un très fin brouillard, les parties lointaines, la scène et l'autre côté du théâtre. Et s'élevant sans cesse, en minces filets blanchâtres, de tous les cigares et de toutes les cigarettes que fumaient tous ces gens, cette brume légère montait toujours, s'accumulait au plafond et formait, sous le large dôme autour du lustre, au-dessus de la galerie du premier chargé de spectateurs, un ciel ennuagé de fumée. Dans le vaste corridor d'entrée qui mène à la promenade circulaire, où rôde la tribu parée des filles, mêlée à la foule sombre des hommes, un groupe de femmes attendait les arrivants devant un des 3 comptoirs où trônaient, fardés et défraîchis, 3 marchandes de boissons et d'amour. Les hautes glaces, derrière elles, reflétaient leur dos et les visages des passants. Forestier ouvrait les groupes, avançait vite, en homme qui a droit à la considération. Il s'approcha d'une ouvreuse. « La loge 17, dit-il. »« Par ici, monsieur. » Et on les enferma dans une petite boîte en bois, découverte, tapissée de rouge, et qui contenait 4 chaises de même couleur, si rapprochées qu'on pouvait à peine se glisser entre elles. Les 2 amis s'assirent. Et, à droite comme à gauche, suivant une longue ligne arrondie aboutissant à la scène par les 2 bouts, une suite de cases semblables contenait des gens assis également, et dont on ne voyait que la tête et la poitrine. Sur la scène, 3 jeunes hommes en maillot collant,
Un grand, un moyen, un petit, faisaient tour à tour des exercices sur un trapèze. Le grand s'avançait d'abord, à pas courts et rapides, en souriant, et saluait avec un mouvement de la main, comme pour envoyer un baiser. On voyait, sous le maillot, se dessiner les muscles des bras et des jambes. Il gonflait sa poitrine pour dissimuler son estomac trop saillant. Et sa figure semblait celle d'un garçon coiffeur, car une raie soignée ouvrait sa chevelure en 2 parties égales, juste au milieu du crâne. Il atteignait le trapèze d'un bond gracieux et, pendu par les mains, tournait autour comme une roue lancée, ou bien, les bras raides, le corps droit, il se tenait immobile, couché horizontalement dans le vide, attaché seulement à la barre fixe par la force des poignets. Puis il sautait à terre, saluait de nouveau en souriant sous les applaudissements de l'orchestre et allait se coller contre le décor en montrant bien à chaque pas la musculature de sa jambe. Le second, moins haut, plus trapu, s'avançait à son tour et répétait le même exercice que le dernier recommençait encore au milieu de la faveur plus marquée du public. Mais Duroy ne s'occupait guère du spectacle et, la tête tournée, il regardait sans cesse derrière lui le grand promenoir plein d'hommes et de prostituées. Forestier lui dit « Remarque donc l'orchestre. Rien que des bourgeois avec leurs femmes et leurs enfants. De bonnes têtes stupides qui viennent pour voir. Aux loges, des boulevardiers, quelques artistes, quelques filles de demi-choix, et derrière nous, le plus drôle de mélange qui soit dans Paris. Quels sont ces hommes? Observez-les. Il y a de tout, de toutes les castes, mais la crapule domine. Voici des employés de banques, de magasins, de ministères, des reporters, des souteneurs, des officiers en bourgeois, des gommeux en habits qui viennent de dîner au cabaret et qui sortent de l'opéra avant d'entrer aux Italiens, et puis encore tout un monde d'hommes suspects qui défient l'analyse. Quant aux femmes, rien qu'une marque, la soupeuse de l'américain, la fille à 1 ou 2 louis qui guette l'étranger de 5 louis et prévient ses habitués quand elle est libre. On les connaît toutes depuis 6 ans, on les voit tous les soirs, toute l'année, aux mêmes endroits. Sauf quand elles font une station hygiénique à Saint-Lazare ou à l'Oursine. Duroy n'écoutait plus. Une de ces femmes, s'étant accoudée à l'horloge, le regardait. C'était une grosse brune à la chair blanchie par la pâte, à l'œil noir, allongé, souligné par le crayon, encadré sous des sourcils énormes et factices. Sa poitrine, trop forte, tendait la soie sombre de sa robe, et ses lèvres peintes, rouges comme une plaie, lui donnaient quelque chose de bestial, d'ardent, d'outré, mais qui allumait le désir cependant. Elle appela, d'un signe de tête, une de ses amies qui passait, une blonde aux cheveux rouges, grasse aussi, et elle lui dit d'une voix assez forte pour être entendue « Tiens, v'là un joli garçon. S'il veut de moi pour 10 louis, je ne dirai pas non. » Forestier se retourna et, souriant, il tapa sur la cuisse de Duroy. « C'est pour toi, ça. Tu as du succès, mon cher. Mes compliments. » L'ancien sous-off avait rougi, et il tâtait d'un mouvement machinal du doigt les 2 pièces d'or dans la poche de son gilet. Le rideau s'était baissé. L'orchestre maintenant jouait une valse. Duroy dit « Si nous faisions un tour dans la galerie ?»« Comme tu voudras. » Ils sortirent et furent aussitôt entraînés dans le courant des promeneurs. Pressés, poussés, serrés, ballottés, ils allaient, ayant devant les yeux un peuple de chapeaux. Et les filles, 2 par 2, passaient dans cette foule d'hommes, la traversaient avec facilité, glissaient entre les coudes, entre les poitrines, entre les dos, comme si elles eussent été bien chez elles, bien à l'aise, à la façon des poissons dans l'eau, au milieu de ce flot de mal. Duroy, ravi, se laissait aller, buvait avec ivresse l'air vicié par le tabac, par l'odeur humaine et les parfums des drôlesses. Mais Forestier suait, soufflait, toussait. « Allons au jardin, dit-il. » Et, tournant à gauche, ils pénétrèrent dans une espèce de jardin couvert que 2 grandes fontaines de mauvais goût rafraîchissaient. Sous des ifs et des tuyaux en caisse, des hommes et des femmes buvaient sur des tables de zinc. « Encore un boc ?» demanda Forestier. « Oui, volontiers. » Ils s'assirent en regardant passer le public. De temps en temps, une rôdeuse s'arrêtait, puis demandait avec un sourire banal « M'offrez-vous quelque chose, monsieur ?» Et comme Forestier répondait « Un verre d'eau à la fontaine ?» Elle s'éloignait en murmurant « Va donc, mufle !» Mais la grosse brune qui s'était appuyée tout à l'heure derrière la loge des 2 camarades reparut, marchant arrogamment, le bras passé sous celui de la grosse blonde. Cela faisait vraiment une belle paire de femmes, bien assorties. Elle sourit en apercevant Duroy, comme si leurs yeux se fussent déjà dit des choses intimes et secrètes. Et, prenant une chaise, elle s'assit tranquillement en face de lui et fit asseoir son ami, puis elle commanda d'une voix claire « Garçon, 2 grenadines !» Forestier, surpris, prononça « Tu ne te gênes pas, toi ?» Elle répondit « C'est ton ami qui me séduit. C'est vraiment un joli garçon. Je crois qu'il me ferait faire des folies.
Duroy, intimidé, ne trouvait rien à dire. Il retroussait sa moustache frisée en souriant d'une façon niaise. Le garçon apporta les sirops que les femmes burent d'un seul trait. Puis, elles se levèrent, et la brune, avec un petit salut amical de la tête et un léger coup d'éventail sur le bras, dit à Duroy « Merci, mon chat. Tu n'as pas la parole facile. » Et elles partirent en balançant leur croupe. Alors Forestier se mit à rire. « Dis donc, mon vieux, sais-tu que tu as vraiment du succès auprès des femmes ? Il faut soigner ça. Ça peut te mener loin. » Il se tut une seconde, puis reprit avec ce ton rêveur des gens qui pensent tout haut. « C'est encore par elles qu'on arrive le plus vite. » Et comme Duroy souriait toujours sans répondre, il demanda « Est-ce que tu restes encore ? Moi, je vais rentrer, j'en ai assez. » L'autre murmura « Oui, je reste encore un peu. Il n'est pas tard. » Forestier se leva. « Eh bien, adieu alors. À demain. N'oublie pas. 17 rue Fontaine, 7h30. C'est entendu. À demain. Merci. » Ils se serrèrent la main et le journaliste s'éloigna. Dès qu'il eut disparu, Duroy se sentit libre et de nouveau, il tâta joyeusement les 2 pièces d'or dans sa poche. Puis, se levant, il se mit à parcourir la foule qu'il fouillait de l'œil. Il les aperçut bientôt, les 2 femmes, la blonde et la brune, qui voyageaient toujours de leur allure fière de mendiante à travers la cohue des hommes. Il alla droit sur elle, et quand il fut tout près, il n'osa plus. La brune lui dit « As-tu retrouvé ta langue ?» Il balbutia « Parbleu !» sans parvenir à prononcer autre chose que cette parole. Ils restaient debout tous les 3, arrêtés, arrêtant le mouvement du promenoir, formant un remous autour d'eux. Alors, tout à coup, elle demanda « Viens-tu chez moi ?» Et lui, frémissant de convoitise, répondit brutalement « Oui, mais je n'ai qu'un louis dans ma poche. » Elle sourit avec indifférence. « Ça ne fait rien. » Et elle prit son bras en signe de possession. Comme il sortait, il songeait qu'avec les autres 20 francs, il pourrait facilement se procurer, en location, un costume de soirée pour le lendemain.